Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette troisième conversation avec Philippe Martin. Philippe Martin, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Et Philippe Martin, producteur, Péléas. Combien de films depuis la création de Péléas ? Une centaine, hein. Et combien de documentaires ? Une dizaine. Presque tous sur la musique ? Non. Pas tout à fait. Non. Quelques-uns sur la musique, mais d'autres sur d'autres sujets, ouais. Alors, sur la musique, un nom dans votre catalogue, Philippe Béziat, qui est arrivé à vous ou vous à lui, par quel chemin ? Précédemment, j'ai parlé un peu du moment où j'avais rencontré Tilly, à qui j'avais proposé d'écrire un scénario, et à ce moment-là, il y a une société qui faisait du cinéma institutionnel, des films institutionnels, qui m'a hébergé pendant le développement de ce projet, et j'ai rencontré dans cette société Philippe Béziat, qui sortait d'une école de commerce et qui aimait beaucoup le cinéma, mais qui à ce moment-là n'était pas du tout cinéaste. Voilà, et qui aimait beaucoup la musique. Et on a été très liés. Il y a eu un chemin. On a partagé vraiment un chemin ensemble de découverte sur beaucoup de sujets, notamment musicaux. Alors, de sa manière de filmer, on peut dire qu'il a un sens du rythme qui est tout à fait remarquable et aussi une construction, parce que ce sont pas des... Par exemple, il y a un film sur les âmes galantes, il y a un film sur les noces de Stravinsky, il y a un film sur l'opéra, la maison de l'opéra, de Palais Garnier, enfin pas seulement le Palais Garnier d'ailleurs, et il y a un film, je parle de ceux que j'ai vus, et il y a un film sur la Traviata, qui est en fait un film sur le travail de la musique. C'est comme ça qu'il faut le dire, c'est pas seulement ça, c'est aussi des films musicaux. En tout cas, c'est sur les musiciens au travail. Hein. Ouais. Voilà, voilà, et puis ensuite, c'est aussi comment le cinéma peut être un moyen d'accéder à la musique et à l'opéra notamment. Ça a été le moyen par lequel vous avez accédé à la musique ou non ? Alors en fait, je crois, mais je m'en suis rendu compte assez récemment. En fait, donc j'aime beaucoup la musique et je me suis toujours demandé un peu d'où venait ce goût pour la musique et à quel moment la rencontre s'était faite. Et parce que mes parents n'étaient pas du tout... J'ai pas du tout grandi dans un... On n'écoutait pas de musique. Festival d'Évian, c'était pas... Ah, non. Enfin, j'y suis allé... une fois, mon père m'y emmenait quand j'avais 13 ans, mais c'était tout à fait... Après, j'y suis allé souvent, mais c'était tout à fait occasionnel. Et je pense que le Don Giovanni l'osait mais je me souviens pas de l'avoir vu, mais j'ai vu des extraits. Il y a eu... et puis le personnage de Toscan du Plantier était un personnage qui était quand même très... Et donc, je pense que il y a une rencontre qui s'est faite certainement là. Mais c'est assez vague dans mon souvenir. Mais je vois pas très bien comment. J'étais jamais allé à l'opéra de ma vie, j'en avais jamais vu à la télévision. Donc je pense que c'est peut-être, j'ai dû voir un documentaire sur ce Don Giovanni. Enfin, mais je me souviens d'avoir des airs de Don Giovanni en tête quand j'étais adolescent. C'était une chose... donc je vois pas d'où ça pouvait venir, si ce n'est de là. Voilà, puis après, je suis allé à l'opéra, et puis là, la rencontre s'est faite, quoi. Vraiment plus... Mais on a, je crois, un peu compris comment vous avez fait votre éducation de cinéphile ou de spectateur de cinéma, je ne sais pas comment vous aimez dire, mais l'éducation musicale, enfin, l'accès à la musique, ça demande aussi des intermédiaires, ou bien... Oui, c'est vrai, mais je les ai pas tellement eus. Je sais pas... Quand je disais à propos du cinéma que je suis un spectateur obsessionnel, c'est un peu pareil pour la musique, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai commencé à aimer la musique et j'y suis allé beaucoup. Je suis beaucoup allé à l'opéra, beaucoup au concert, beaucoup... Et puis voilà, puis après vous discutez, notamment je discutais beaucoup avec Philippe Béziat, et on était assez jeunes, hein, on avait une vingtaine d'années, vous voyez comme ces moments où vous partagez une affinité avec quelqu'un, et voilà, et j'ai découvert un peu
l'opéra, qui est une chose qui m'a tellement fasciné, tellement impressionné. Je trouvais ça tellement, et encore maintenant, quoi, une forme d'expression tellement incroyable, tellement spectaculaire, tellement impossible à atteindre, et que pourtant on atteint parfois, assez rarement. Et puis donc, il y avait quand même cette question du film opéra, qui était une question qui m'intéressait beaucoup, hein, puisque si j'ai pas vu Don Giovanni, je me souviens par contre très bien avoir vu les autres que produisait Toscan. Et avec Philippe, au début, on a commencé à penser à un film opéra, mais bon, très vite, on se retrouvait confronté aux problèmes du film opéra, qui sont, il faut monter une production d'opéra pour faire un film, voilà. Et puis à un moment donné, on a su que Olivier Py allait mettre en scène Péléas et Mélisande à Moscou, que dirigeait un chef d'orchestre qu'on connaissait bien, Mark Minkowski. Et j'ai dit à Philippe, tiens, t'as pas envie d'aller là-bas Voilà, j'ai eu l'idée, quelqu'un m'a soufflé l'idée, d'ailleurs, c'est une personne qui m'a dit, mais vous devriez faire un tour. Et je me dis, mais oui, bien sûr. Et donc, il est allé les 10 derniers jours de répétition. Et donc, c'était Péléas, qui est une œuvre que j'aime particulièrement, puisque j'ai donné à ma société le nom de Péléas. Mais c'était la première fois que Péléas était créé à Moscou. C'était un orchestre qui n'avait jamais joué cette œuvre. Donc, il y avait quand même un peu un sujet. Il y avait un sujet documentaire et tout. Donc, on a fait le film qui a été très bien, très réussi et qui est sorti, qui a eu un petit peu d'entrée, mais voilà. Puis après, et à ce moment-là, en fait, on a un peu théorisé tous les deux la notion de documentaire opéra versus le film opéra. C'est-à-dire, le film opéra, on fait comme faisait encore jusqu'à la fin Toscan, quand il a fait Tosca. Il va chercher le plus grand orchestre, les plus grands chanteurs, le plus grand chef. Tout ça coûte une fortune absolue. Et puis ensuite, il faut le tourner. Donc, en plus de ça, il y a le studio. Donc, c'est-à-dire, c'est des films qui coûtaient des dizaines et des dizaines de millions. Évidemment, impossible d'envisager ça maintenant. Surtout que les entrées des films opéra n'ont cessé de baisser. Donc, on a inventé un peu la forme du documentaire opéra. On s'est dit, plutôt que de créer une production d'opéra pour un film, identifions les productions d'opéra qui de toute façon vont se faire avec des artistes qui nous intéressent, des images qui nous intéressent, et faisons un documentaire là-dessus. Donc, on l'a fait pour Péléas et Mélisande, on l'a fait pour Traviata et nous, quand on a su qu'un metteur en scène qui s'appelle Jean-François Sivadier, qui est un metteur en scène qu'on aime beaucoup, et qui lui-même avait fait une pièce de théâtre sur toutes les répétitions de la Traviata, qui s'appelle Italienne avec orchestre, quand on a su qu'à son tour, il allait mettre en scène la Traviata. Donc là, on est allé filmer, d'autant plus que c'était le dernier rôle qu'allait chanter Nathalie Dessay. Donc on a filmé, et là encore, c'est vrai que le documentaire, parfois, permet des choses tellement uniques, quoi. Et le film, c'est un film que j'aime beaucoup, quoi. C'est un film très, très fort, très, très marquant. Et puis on a fait pareil sur la production des Indes galantes, voilà, où on a filmé très en amont toute l'histoire de cette mise en scène de Clément Cogitor. Et puis on a fait un autre film, alors qui n'est pas ce que je viens de décrire, qui s'appelle donc Nos, où là par contre le film a l'apparence d'un documentaire, mais ça n'est pas un documentaire, où Philippe a recréé aujourd'hui ce qui serait une nouvelle création des Noces de Stravinsky et Ramu, voilà, dans le canton de Vaud. Le film sur les Indes galantes, de ceux que j'ai vus, et donc j'ai vu en tout cas tous ceux que vous venez de mentionner, me paraît être celui dans lequel on comprend le mieux et on entre le mieux, on participe le mieux au travail des uns et des autres. Peut-être parce qu'il y a un montage qui est particulièrement réussi, je n'en sais rien, mais j'ai été très impressionné par ça, et donc on peut le voir assez facilement. On peut tous les voir facilement, oui, ils sont en VOD. Ouais. Et pour rester dans l'opéra, vous produisez, alors dans le cadre un peu plus, comment dirais-je, enfin plus numérique, vous avez produit un certain nombre de courts-métrages, dont un qu'on peut voir très facilement sur Internet. Il suffit de cliquer sur Péléas. Non, c'est pas sur Balthus qu'il faut que... Non, sur Péléas aussi. Sur Péléas. Ouais. Et donc, ça s'appelle Une nuit à l'opéra. Ça dure peut-être moins de 20 minutes ou quelque chose. Oui, à peine, ouais. C'est un film absolument désopilant. Sans rien, sans un mot de commentaire. C'est un montage d'images d'archives en noir et blanc de l'opéra, du temps où l'opéra était le haut lieu de la représentation du pouvoir
et pour tout le monde d'ailleurs, y compris pour des gens qui n'y mettaient jamais les pieds, mais qui allaient sur la place de l'Opéra pour voir les gens qui allaient à l'Opéra. Le mélange des gens qu'on voit dans ces galas à l'Opéra va de Fernand Reynaud à Nikita Khrouchtchev, d'André Malraux à Gérard Philippe, le général de Gaulle bien entendu, Konrad Adenauer, j'en oublie, et tout ça sur fond de la marche d'Aïda qui est assez bien... et ça se termine par un tout petit extrait du récital que donnait Callas, où elle chantait Rossini, le célèbre La Cavatine, Una voce poco fa. Et l'ancien opéra, l'opéra mondain, l'opéra est en 20 minutes... vous éclate à la figure d'une manière... et je ne connais pas du tout ce réalisateur et je ne sais pas du tout comment ça vous est arrivé. Très grand réalisateur ukrainien, Sergei Loznitsa, qui est connu pour avoir fait beaucoup de films d'archives. Et donc moi j'avais cette idée donc ce film s'inscrit dans une collection qui s'appelle La Troisième Scène, et ça a duré 5 ans, c'est terminé maintenant, et où le principe était d'aller solliciter des artistes pour leur proposer de faire un film qui évoque l'opéra. Quel que soit, ça pouvait être les lieux, ça pouvait être une œuvre, ça pouvait être une chose périphérique à l'opéra. C'était une commande assez large. Et moi, j'avais un peu cette idée je m'étais rendu compte qu'au fond, l'opéra n'avait jamais fait la collecte de toutes les images d'archives de l'opéra. Et donc, un jour, j'ai demandé à un documentaliste de travailler là-dessus. On a identifié plein d'images d'archives. Et on a proposé à Sergei Loznitsa, connaissant son travail sur les images d'archives, de faire quelque chose. Mais ces films, c'est souvent des films, c'est souvent autour de la guerre, et alors lui, ça l'a beaucoup amusé, tout d'un coup, le faire... Et donc, je lui ai raconté, je lui ai dit, voilà, les différentes catégories d'images d'archives qu'on a, il y a ceci, il y a cela, il y a... Voilà, puis je lui ai dit, puis il y a toute la représentation officielle, les chefs d'État, Alors là, il me dit, ah non, mais alors ça, c'est super, ah non, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, il s'est amusé à faire ce montage d'archives avec tout son art. Voilà, et vous avez raison de le dire, c'est Une nuit à l'opéra, il suffit de taper ce film, Une nuit à l'opéra, et c'est tellement jubilatoire. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je change complètement de sujet, mais vous avez publié à la Tour Verte 2 livres d'entretien. L'un avec Pierre Chevalier, qui a été pendant de longues années l'homme de la fiction à Arte, avant de devenir l'homme de la fiction à France Culture, et l'autre avec Mac Bodard, alors dont on ne sait même plus dire de qui elle était la productrice, tellement elle a produit de gens. Ce sont 2 personnages plutôt différents, encore qu'au moment où je dis ça, je m'aperçois, je pense à ce qui les rapproche. Mais ces 2 personnages, pour vous, sont... des modèles, des gens que vous avez rencontrés dans vos premiers moments d'exercice de la profession Non, pas au premier moment, non. C'est 2 admirations qui sont devenues 2 amis, très, très chères. Et Mac Bodard, donc Mac Bodard, on peut quand même dire qu'elle a produit... Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, elle a produit Boissard Balthazar, Mouchette, elle a produit La Chinoise, elle a produit, c'est vraiment une des grandes productrices de la nouvelle vague. Hein. On parlait de Truffaut, qui a coproduit L'Enfance nue. Elle avait elle-même coproduit L'Enfance nue avec lui. Et donc, c'est une productrice qui a eu une décennie dingue. Vous regardez les années 60, tout ce qu'elle a produit. Il y a 40 longs métrages et il y a 20 chefs-d'œuvre. Et donc, un jour, je lui ai écrit parce que je me disais, voilà, cette productrice légendaire, elle est encore là, elle travaille toujours, voilà. Et puis je lui ai écrit une carte postale, elle m'a répondu, on s'est rencontrés, et puis on s'est bien entendu, et puis j'ai appris plein de choses que j'ignorais sur elle, notamment toute sa carrière de productrice de télé. C'est-à-dire que quand elle a arrêté la production cinéma au début des années 70, elle a commencé à produire de la télévision, et notamment tous les films de Nina Campanese. Donc voilà, tous ces films que moi j'avais pu voir enfant à la télévision. Et puis un jour, je lui ai juste demandé, je lui ai dit, mais Mag, est-ce que ça vous embête si jamais je pose un enregistreur sur la table pendant qu'on discute, voilà. Et puis à partir de ces discussions, j'ai conçu ce livre d'entretien qui raconte donc toute cette vie de productrice de films, mais aussi toute cette vie avant qu'elle soit productrice de films, quand elle était mariée à Lucien Bodard, que Lucien Bodard était reporter de François en Indochine, toute cette vie tellement folle, quoi, et où ensuite elle a été la compagne pendant 18 ans de Pierre Lazareff, et donc c'est
c'est une histoire du XXe siècle, en fait, d'écouter cette femme parler. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais déjà, je ne me souviendrai jamais de tout ce qu'elle me dit, et on ne peut pas perdre cette mémoire, c'est pas possible, puisqu'à ce moment-là, je l'ai rencontrée, elle avait déjà 87 ans, elle vivait relativement seule. Elle est morte à 103, je crois, quand même. Elle est morte à 103. Donc on s'est vu assez longtemps, quand même, voilà. Et Pierre Chevalier, c'est un peu différent, parce que Pierre Chevalier, j'ai travaillé avec lui, quand il dirigeait les fictions d'Arte, je lui avais proposé des projets. Il y en a un qui s'était fait, un film d'Olivier Py. Et très vite, cet homme m'a beaucoup impressionné. Cette intelligence qu'il avait, cette sensibilité, ce sens des artistes. Et puis cette chose que j'ai vite comprise, en fait, quand on faisait des réunions à Arte sur des projets, la capacité qu'il avait de créer l'inspiration. C'est-à-dire qu'il disait des choses et tout d'un coup, ça faisait tilt chez le réalisateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, le réalisateur sortait de discussion avec lui et il avait compris des choses. Il avait des idées. Et alors ça m'a vachement intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est fou cette capacité qu'il a. Et puis voilà, puis après, il a quitté Arte, puis il aimait beaucoup la musique. Donc on allait souvent écouter de la musique ensemble. Et puis à ce moment-là, il était le neveu de Pierre Boulez, il faut le dire. Voilà. Et puis voilà, et puis un jour, je lui ai dit, voilà, Pierre, est-ce que vous auriez envie qu'on fasse un livre d'entretien comme j'avais fait avec Mac Bodard? Et donc là, ça s'est fait très différemment parce qu'on avait peu de temps. Donc on l'a fait avec une certaine intensité, mais je regrette pas du tout parce que l'histoire, dans une précédente conversation, on parlait des années 90 et de cette émergence. Il l'a comprise et il l'a réunie au sein d'Arte. Tout ce qui se passe au début des années 90 dans le cinéma est identifié par Pierre Chevalier. Pierre Chevalier passe des commandes à ces cinéastes qui eux-mêmes choisissent de nouveaux scénaristes, de jeunes comédiens. Et il y a un moment donné qu'on a souvent comparé un petit peu on a dit c'est un peu un mini-studio. Voilà, c'est à un moment donné, cet homme dirige ce mini-studio, embauche plein de cinéastes, certains connus comme Téchiné, Benoît Jacquot, d'autres dont on n'a jamais entendu parler et qui vont faire des carrières incroyables, et il produit des films par dizaines. Lui, son principe, il dit il faut du volume. Si on veut la qualité, il faut le volume. Il faut produire beaucoup pour que, dans ce beaucoup, on ait la chance d'avoir quelques films vraiment réussis. En 10 ans, il va produire plus de 300 films. Alors, lui dit, je ne suis pas producteur, il dit, j'étais coproducteur. Donc, il réunissait souvent des réalisateurs et des producteurs, et puis lui était le référent de tout ça, un peu, et une voix qui portait beaucoup. Et dans des conditions de production très drastiques, très peu d'argent, très peu de jours de tournage, et là, sortent quantité de grands films. Un des premiers, les plus marquants, Les Roseaux Sauvages, d'André Téchiné. Et puis ensuite, il fait la collection Tous les garçons et les filles. Et puis, il a ses idées de collection, qui réunir des réalisateurs en leur imposant un thème. Et puis, ces films, assez vite, sortent du cadre de la télévision, sont sélectionnés par des festivals, sortent au cinéma. Certains marchent, Marius et Jeannette, de Guédiguian et d'autres. Et les premiers films de Cédric Lapiche. Et voilà, et donc, c'est vrai que voilà, ça m'intéressait. C'est pareil, quoi. Je me suis dit, en fait, il s'est passé cette chose dans le cinéma français et la télé française, hein, vraiment les deux. Et cette chose, on va l'oublier. On se souviendra des films, on oubliera tôt ou tard qu'un homme a réuni tous ces gens, a eu ces intuitions-là. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce livre, de comprendre comment quelqu'un qui, avant de débarquer à Arte, était fonctionnaire au CNC, et que rien ne prédestinait du tout à faire ça. C'est Jérôme Clément qui lui a dit, quand il quitte la présidence du CNC, Pierre Chevalier s'occupe du service des avances sur recettes, qui est un travail assez administratif, mais qui est un travail d'observation incroyable, parce que vous êtes présent en commission, vous voyez les gens débattre sur les projets, les réalisateurs, tout ça. Et Jérôme Clément se dit, tiens, peut-être que Pierre Chevalier a une connaissance un peu de tout ça, je vais lui confier les fictions d'Arte. Ce qui pour lui, jamais, il a imaginé faire ça. Et hop. Voilà, il a des idées, ça part, et puis ça se passe, et puis à un moment donné, si vous voulez, dans les années 90, faire un film Super Chevalier, c'est comme être édité dans la collection blanche de Gallimard, quoi. C'est-à-dire, c'est le nec plus ultra. Même si vous allez être payé à coup de lance-pierre, même si vous allez avoir 2 fois moins de temps de tournage, même si vous n'êtes pas sûr que votre film sorte au cinéma, mais c'est la classe. Voilà. Et donc là, évidemment,
un phénomène de mode se crée autour de lui, quoi. Les gens ont envie, on lui propose donc plein de projets, même certains projets pensés pour le cinéma, on se dit, et si on les proposait à Pierre Chevalier, peut-être que... Et la différence qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où il dit oui, le film se fait. Dans ce cadre très serré, mais c'est assez rare, c'est-à-dire que souvent, pour faire un film, il faut le oui de 10 personnes. Lui, son oui suffisait. Donc, c'est aussi une certaine façon de produire, une certaine dynamique qu'on connaît pas tous les jours. Hein. Parce que le oui entraîne tous les autres. Son oui entraîne tous les autres. Parce que son oui, c'est l'investissement d'Arte qui va entraîner certains investissements un peu automatiques. Donc, si vous voulez, c'est... et puis voilà, ça se fait, je vous dis, avec peu d'argent. Beaucoup moins que les films de cinéma, mais ça se fait quand même. Ce rapport à l'argent est, me semble-t-il, un des points communs entre Mac Bodar et Pierre Chevalier. C'est-à-dire que Mac Bodar, dans l'entretien qu'elle a avec vous, dit qu'elle a souvent dû serrer la vis et que ça lui a paru avoir des effets tout à fait bénéfiques sur le travail du réalisateur. C'est votre propre position en tant que producteur ? Oui, c'est la contrainte un peu, c'est que souvent on se rend compte que la contrainte crée des choses qui artistiquement sont intéressantes. Donc ça fait partie du travail du producteur un peu de donner ce cadre hein, dont on se dit il y a le cadre. Le cadre se fait par rapport à l'argent qu'on trouve, mais le cadre se fait aussi par rapport à ce qu'on pense qui est bon pour le film et pour le réalisateur. Et de temps en temps, diminuer un temps de tournage, voilà, c'est pas toujours quelque chose qui va aller contre la création. Et alors, évidemment, les réalisateurs souvent ne le comprennent pas au début. Après, c'est différent. Souvent, c'est des discussions que j'ai plus tellement moi, avec les réalisateurs. Assez vite, on s'entend sur ces choses-là. C'est parce que quelque part ils le savent aussi. Donc, mais ce qu'il faut, c'est amener la contrainte au bon endroit. C'est-à-dire surtout ne pas. Il y a des réalisateurs, il y a une chose dont ils ont besoin. Ils peuvent faire des efforts sur beaucoup d'autres, mais il y a une chose dont ils ont besoin. Donc cette chose-là, faut la protéger. Il faut que ce soit une priorité. Par contre, on peut leur dire, ça, par contre, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Mais si on leur dit c'est possible sur des choses un peu moins importantes pour eux, mais qu'on essaye de toucher à la chose essentielle, là, ça va plus. Donc, c'est un peu ce qu'on apprend. Et puis après, la différence aussi entre Mac Bodar et Pierre Chevalier, c'est que Pierre Chevalier, de toute façon, il ne disposait que des sommes que pouvait allouer Arte. Le cadre, tout le monde le connaissait. Mac Bodar, il fallait qu'elle trouve l'argent à un moment donné où il n'y avait pas les dizaines de guichets dont on a parlé. Hein. C'était un moment donné où un financement de film, ça se fait avec un MG distributeur, et souvent des Américains. Voilà, une coproduction internationale, et éventuellement l'avance sur recette, et pas beaucoup plus. Donc elle est aussi dans une course après l'argent assez effrénée, et elle aura quand même régulièrement des problèmes d'argent, et elle finit par déposer le bilan après avoir produit un film où ça se passe mal, où elle vend quasiment son catalogue à la Columbia pour réussir à financer Podane. Enfin, c'est-à-dire que la question de l'argent est quand même un peu omniprésente dans sa façon de produire des films, parce qu'elle veut produire des films difficiles, de grands auteurs qui ne sont pas des films commerciaux, à un moment donné où les films se financent essentiellement par l'argent qui remonte de la salle. Donc, pas facile d'y arriver. Mais elle y arrive. Elle y arrive notamment grâce à ce lien amoureux qu'elle a avec Pierre Lazareff, dont elle est la maîtresse, mais la maîtresse officielle. Oui. Tout le monde sait que c'est la maîtresse de Pierre Lazareff, même si Pierre Lazareff continue à vivre avec sa femme. Hélène Nordon. Et évidemment que ça l'aide. Oui, voilà. Ça, tout ce qui est dans votre livre d'entretien, tout ce qui concerne Pierre Lazareff, d'abord, c'est un hommage à Pierre Lazareff, qui est, pour l'avoir un tout petit peu connu, c'est un hommage qui est tout à fait justifié, et en même temps, c'est la description d'une époque qui serait un assez joli sujet de roman ou de film ou de ce qu'on voudra, mais et où la force des personnalités est un point essentiel dans la configuration des rapports et des entreprises et des choses de ce genre, la force de personnalité qui va jusque, dans le cas de Mac Bodar par exemple, à vendre sa maison pour pouvoir continuer à financer un film, etc. Mais je reviens à ce que vous disiez sur le rapport de l'argent avec les réalisateurs. Vous disiez, on peut
leur faire comprendre qu'il y a des économies à faire sur un certain nombre de points, mais pas sur un point qui leur est essentiel. Ce point-là, c'est eux qui le définissent ou c'est vous ? Est-ce qu'ils en ont conscience ou est-ce que c'est vous qui devez leur faire accoucher de ce... Non, c'est pas le faire accoucher, c'est de le comprendre. Hein. Produire un cinéaste, c'est quand même beaucoup le comprendre, c'est comprendre un fonctionnement, puis c'est écouter aussi ce qui va vous dire. Donc, je dirais que ça se définit à deux, mais ça doit se pressentir aussi un petit peu quand même. Hein. Dans les discussions, des fois, un réalisateur va demander une chose, vous allez dire non. C'est pas très grave. Et puis, une autre fois, vous allez dire non, et ça peut avoir des conséquences. Et c'est ça qu'il faut réussir à identifier un peu. Parce que le non va pas être obligatoirement très différent de la chose essentielle et de la chose qui l'est moins. Mais il faut comprendre un peu ça. Alors évidemment, l'expérience de travailler avec des réalisateurs depuis plusieurs films aide à ça. Et alors ensuite, j'ai dit tout à l'heure que c'est pas sur le plateau qu'on voit le producteur, c'est avant, on en a beaucoup parlé, c'est aussi après, vous allez dans la salle de montage. Beaucoup. C'est un moment qu'on n'imagine jamais dans le travail du producteur. C'est-à-dire qu'un producteur s'est toujours amené à la question financière. Voilà, mais un producteur est très important au montage. Hein. Nicole Garcia, dont j'ai produit 2 films, a souvent été produit par Alain Sard, dont tout le monde disait Alain Sard, on ne le voit jamais. Voilà, jamais sur les tournages, jamais ceci, jamais cela. Mais Nicole, elle me dit, mais moi, je le voyais en salle de montage. Et elle dit, et c'était extrêmement précieux. Tout ce qu'il disait au montage, c'était précieux. Et souvent les bons producteurs sont des gens qui ont un sens du montage. Vous savez, à Hollywood, pendant longtemps, les réalisateurs terminaient leur travail sur le film au dernier jour de tournage. Le film était monté par une monteuse supervisée par le producteur. Donc, le producteur a un certain sens du montage. Hein. Donc, c'est quand même, si vous voulez, c'est le moment... Et puis en plus ça, quand on voit l'importance de cette étape, le moment de création pure qu'est le montage, c'est vraiment un moment que moi, je compare à... C'est peut-être le moment le plus musical du film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes plus... toute la lourdeur qui va avec un film, la lourdeur financière, la lourdeur de fabrication, ses équipes pléthoriques, etc. Le montage, tout ça, c'est terminé. Il y a 2 personnes dans une salle de montage qui ne sont confrontées qu'à des problèmes de création pure, de rythme, de dramaturgie, voilà, de trouver la justesse d'un film. Voilà. Et ça, vous n'imaginez pas comme ça varie. C'est-à-dire, vous n'imaginez pas comme certains films montent grâce au montage, comme certains films auraient pu monter plus, mais malheureusement sont restés un peu en deçà parce qu'ils n'ont pas été très bien montés. Et comme le montage permet les ressources qu'offre le montage dans la création. Vraiment, de tout d'un coup se dire cette chose qu'on avait pensée, qu'on avait écrite comme ça, qu'on a tournée comme ça, on peut la faire tout à fait autrement. Et ça, il faut accepter l'idée que c'est à la fois comme ne pas trop respecter l'image et en même temps lui faire une confiance énorme. Se dire... ne soyons pas trop accrochés à exactement la chose que j'ai voulu faire et à ce que je pense si beau comme ça, mais acceptons l'idée que peut-être il y a encore un potentiel bien plus fort dans ce que j'ai fait et que ce potentiel, il faut le chercher. Et ça peut passer par voilà, des déconstructions presque, oser des choses, quoi, oser des choses. Alors évidemment, il y en a un qui est tous les films de Godard rappellent ça. Tous les films de Godard... On voit bien à quel point le montage, la créativité qu'il a au montage tout le temps, et c'est une telle part du plaisir qu'on a dans ces films. Donc ça, c'est une chose, c'est une chose qui me passionne. Et c'est un moment où moi, j'estime que c'est aussi ma responsabilité. C'est-à-dire que ma responsabilité, par rapport à un cinéaste, c'est de faire exister son film. La première chose qu'attend un cinéaste d'un producteur, c'est ça, fais exister mon film. Voilà. Donc ça, c'est ma première responsabilité. Mais ma deuxième responsabilité, qui formule moins clairement que la première, mais qui est aussi importante, c'est aide-moi à faire un bon film. Fais que mon film sera le meilleur possible. Et moi, c'est aussi ma responsabilité, c'est-à-dire que je suis là pour aider le cinéaste à faire le meilleur film possible. Et au montage, je dois avoir clair. C'est-à-dire que je dois pouvoir lui dire quand à un moment donné, c'est moins bien que ce que ça pourrait être. Alors, je vous dis pas que tout ça est simple. Hein. Souvent, c'est difficile, souvent c'est les moments les plus compliqués, souvent on croit qu'on sait, qu'on a appris à parler à un cinéaste, et puis encore il n'y a pas longtemps je me suis trouvé dans cette situation de
dire quelque chose à un montage de film. Et voilà, je l'ai sûrement mal dit, ça a été maladroit, ça a beaucoup blessé le metteur en scène. Et je me suis dit, ah tiens, c'est drôle, malgré tout ce que je pense de ce moment, tout ce que je crois avoir compris, il y a encore des fois où je peux peut-être ne pas savoir tout à fait trouver les mots, parce que c'est un moment tellement à vif. Le cinéaste travaille depuis tellement longtemps sur son film, des mois de montage, et puis tout d'un coup, il y a un mec qui débarque et puis qui va dire des choses, et ces choses, il faut qu'elles aident le cinéaste. Il faut pas qu'elles l'atteignent, il faut pas qu'elles lui fassent perdre confiance. Des fois, on y arrive, et puis des fois, on n'y arrive pas. Il y a pas longtemps, ça m'est arrivé, je suis pas arrivé. Je me suis dit, ah tiens, c'est assez rare. Au début, c'était assez fréquent. Avec Pierre, par exemple, Pierre Salvadori, les engueulades qu'on avait au montage, mais c'était fou. C'était fou. Je me souviens une fois, sur son premier film, sur Cible émouvante, on s'engueulait tellement qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, on va demander l'avis de Rochefort. Et donc, à cette époque-là, donc évidemment, il n'y avait pas de digital, tout ça, on filme avec une petite caméra V8 l'écran de montage, de la table de montage. On fait une VHS et on va chez Rochefort, qui habitait à 1 heure de Paris. Voilà. Et évidemment, sur la route, on continue à parler du montage et on s'engueule. Et je me souviens de ces scènes où on s'engueulait tellement qu'on gare la voiture sur une aire de repos et on se hurle dessus sur l'aire de repos. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, je suis encore dans le moment où c'est conviction contre conviction, c'est t'as tort, j'ai raison, voilà. Puis après on apprend, ça sert à rien de penser comme ça. Ce qu'il faut, c'est aider le cinéaste, c'est lui dire des choses, et puis surtout ne pas arriver avec des idées toutes faites, juste créer le climat pour qu'il trouve les bonnes idées. C'est pas à moi de trouver les bonnes idées, mais comment on fait pour ça, quoi, pour tout d'un coup lui faire prendre conscience que telle scène ne va pas, ou des fois c'est pas tant qu'elle ne va pas, c'est qu'elle pourrait être mieux. C'est ça la question, c'est comment au montage, comment faire monter le niveau du film, comment faire pour que c'est bien, mais comment ça peut être encore un peu mieux, et comment si c'est encore mieux, ça peut être super. Et c'est parce que tout d'un coup vous atteignez ce niveau que là, votre film fait la différence après. Il fait la différence aux sélections de festivals, il fait la différence quand il sort dans l'événement de presse, il fait la différence pour le spectateur. C'est-à-dire que c'est de le faire grimper comme ça, tout d'un coup, qui fasse que ce soit de plus en plus exceptionnel. Alors, c'est l'ambition. Des fois, on y arrive, souvent, on n'y arrive pas, hein, et puis on ne peut pas transformer à ce point-là les choses. Mais moi, c'est quand même toujours cette espèce de vigilance que j'essaye d'avoir, quoi, de me dire, là, à ce moment-là, il ne faut pas mollir, il faut de l'endurance. Et alors là, le montage, moi, ça peut durer longtemps. Alors, s'il faut 1 an pour qu'un film soit bien monté, on montera pendant 1 an. Le montage, ça coûte pas tellement cher. C'est une salle de montage et une monteuse. C'est pas la peine d'avoir dépensé autant d'argent avant, si c'est pour essayer d'économiser à la fin et de surtout ne pas dépasser des 12 semaines de montage qu'on avait prévu initialement et de dire, bah non, je peux pas en rajouter 4. Mais des fois, et on revient à la question de la contrainte, ne pas mettre une durée claire sur le montage peut être aussi la possibilité pour le réalisateur de s'embourber complètement. C'est-à-dire que tout d'un coup, s'il ne sait pas qu'on le va finir le montage, bah, il va monter. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même, faut cadrer les choses, mais avec quand même cette souplesse de ne pas les fermer trop tôt. Philippe Martin, vous nous avez fait voir le métier de producteur d'une manière dont je crois peu d'entre nous avaient conscience, mais je pense que nous ne pouvons pas nous séparer sans que vous nous disiez quelle a été la réponse de Jean Rochefort quand vous êtes allé le voir avec Pierre Salvadori. Moi, je m'en souviens plus, je pense que... non, parce que je me souviens plus du problème. Vous savez plus à qui il a donné raison. Je sais plus à qui il a donné raison, et puis Jean était très amical, je pense qu'il a surtout dû chercher à nous réconcilier, plus qu'à apporter la bonne solution de montage, mais il était vraiment très amical avec nous deux. On était tous les deux tellement jeunes et tellement admiratifs, et il était tellement accueillant, tellement... ça a vraiment été quelqu'un de très généreux pour nous, hein, quand on a fait ce premier film. Écoutez, c'est un plaisir de finir cette conversation en évoquant la mémoire de Jean Rochefort et de toutes les qualités humaines et professionnelles qui étaient les siennes. Philippe Martin, merci. Merci à vous.